Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Parce que tout doucement, sans faire de bruit, pas à pas, on y arrive. La dernière ligne droite de la saison, le sprint final. Il reste là, à l'heure où on s'enregistre, 12 journées de championnat, ou 11 pour les championnats qui sont à 34 journées. On est vraiment dans le dernier tiers. Dans 2 mois et demi, non seulement on aura l'identité des finalistes de la Ligue des Champions, mais on aura aussi, parce que c'est à peu près autour du 15 mai, les listes des sélectionneurs pour l'Euro. Dans 2 mois et demi, Deschamps, Southgate, Nagelsmann, etc. Tout ça, ça arrive. Voilà. Ces mois de mars, avril, mai, c'est toujours le meilleur moment de la saison et ça va passer à une vitesse folle. Donc on se retrouve là, fin février, pour discuter de tout ça et pour poser les 5 grandes questions de la fin de saison. Et donc forcément, pour m'accompagner et pour m'aider à y répondre, je retrouve un gars que j'ai pas vu depuis un moment, qui je crois est bien revenu de Côte d'Ivoire, sans trophée, mais avec quelques beaux souvenirs et au moins la sensation du travail bien fait, je crois. Stan, comment est-ce que ça va ? Ça va, tranquille. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes tous en paix et en santé. Comme tu as dit, en fait, effectivement, c'est j'ai envie de dire, c'est incroyable. J'allais dire c'est la deuxième phase de la saison, mais c'est le sprint final déjà, en fait. Tellement ça va vite. J'ai l'impression que c'était avant-hier qu'on était, le 1er janvier. Et pourtant, entre-temps, effectivement, on est parti à la CAN. Ça s'est super bien passé. C'est dommage, mais mes Lions ont fait preuve de charisme. Mais bon, on peut dire au moins c'est un champion d'Afrique qui est sorti sans avoir perdu un match, tu vois. C'est un peu le truc de consolation que tu as en te disant, voilà, tu es allé au penalty face aux pays hôtes, ils étaient chez eux et tout, donc peut-être la pression a pris le dessus, c'est un peu dommage. On aurait dû, à mon humble avis, franchement, gagner ce match-là. Et peut-être que si on l'avait gagné, peut-être qu'on aurait eu le destin de la Côte d'Ivoire, on aurait fait... Vous les avez un peu remis en confiance quand même. Ouais, non, franchement, non, mais on les a trop remis en confiance. Moi, je me rappelle, je te dis que la manière à laquelle les Ivoiriens ont fêté le match face au Sénégal, ils n'ont pas fêté comme ça face au Mali, face au Congo, et même la finale, ils n'ont pas fêté comme ça. Ouais. Ils étaient requinqués, en fait. Ils se sont dit, ouais, c'est pas possible, c'est fini. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est leur coupe. Et effectivement, ça a été leur coupe, même si, encore une fois, la fin du match face au Mali était extraordinaire, tout ça, le but, le ballon contré et tout, un match où tu pensais qu'ils allaient perdre et tout. Donc, bref, voilà, une belle CAN, quoi. Franchement, donc la balle est dans ton camp maintenant. C'est à vous l'Euro. On vous attend au mois de juin. Vous avez intérêt à mettre l'ambiance. Et Copa América aussi. Copa América, gros été. Ouais, mais tu sais, Copa América, c'est entre Brésiliens, Argentins. Ils vont être là-bas en train de nous fatiguer. Ouais, je vais pas te mentir, je sais pas si on va se réveiller à 3h du mat toutes les nuits en plein Euro. Mais on en parlera un peu. Au moins, on fera une draft. Une petite draft Copa, je pense, dans les cartons début juin. Ok, donc Stan, là, on se retrouve pour les 5 grandes questions. Donc moi, j'ai défini mes 5 questions. Sur la chaîne de Stan, on fera aussi ces 5 questions à lui. Et on va en discuter un petit peu. Pour moi, il y a un premier gros truc, et c'est vraiment un des thèmes majeurs de cette fin de saison, parce que c'est pas une question qu'on se pose régulièrement. Celle-là, elle est vraiment nouvelle en 2023-2024. C'est, est-ce que c'est l'année de l'Inter ? L'Inter est en train de faire une saison de malade mental. Je suis allé regarder les chiffres, c'était encore plus choquant. On sait que hier, ils ont mis un 4-0 à l'Atalanta. C'est le 3e 4-0 consécutif qu'ils mettent en Serie A. Ils sont sur 11 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Depuis 2024, en gros, ils n'ont pas fait autre chose que gagner des matchs de foot. Ils ont 12 points d'avance en tête de la Serie A. On peut dire que, grosso modo, le titre est acquis. Ils ont la meilleure attaque des 96 équipes des 5 championnats majeurs. Ils ont la meilleure défense des 96 équipes des 5 championnats majeurs. Ça. Voilà. Donc on a dit pas mal de choses avec ça. Et puis niveau individuel, t'as un gars comme Lautaro à 26 ans, je pense on peut dire il est à son prime. Déjà saison dernière, c'était très intéressant. On se demandait s'il n'y avait pas quelques clubs de Première Ligue qui devaient se pencher sur son recrutement. Là, il est encore meilleur cette saison. C'est un vrai kiff de le voir jouer, que ce soit pied droit, pied gauche, là comme le but qu'il a marqué contre l'Atalanta l'autre jour. Un peu choquant. Elle rentre et tu dis ah ouais, comment est-ce que ça s'est rentré ? Il est juste trop fort et il est associé à un gars qui a été une des très bonnes acquisitions de l'été dernier, arrivé libre, Marcus Thuram, qui est en Serie A à 10 buts, 10 passes. Il est en train de faire le double-double. Et Lautaro, en but, c'est combien de buts cette saison ? 23 buts en championnat. Je pense qu'on n'en parle pas assez, en vrai, de Lautaro Martinez. Parce que 23 buts là, avec un tiers de la saison encore à jouer, c'est énorme. La saison dernière, Osimhen, c'était 26. Là, Lautaro, il reste encore un tiers, c'est 23. Et même en Serie A, des saisons où le meilleur buteur marque ne serait-ce que 30 buts,
C'est pas arrivé très souvent, c'est arrivé qu'une seule fois sur les 7 dernières saisons. Donc, franchement, là, Lautaro, il y a moyen qu'il franchisse ce cap. C'est qui avait dépassé les 30 buts? Ciro Immobile. Immobile. Ouais, c'était une saison où Immobile, on avait marqué 36, mais Cristiano était deuxième et on avait marqué 31. Donc, il a fallu qu'on le pousse. Il a fallu que quelqu'un vienne de stresser un peu. Exactement, je comprends. Exactement. Mais sinon, beaucoup de saisons à 29, une à 29 de Cristiano, une à 29 de Dzeko sur les dernières années. C'est vrai. Mais ouais, Ciro Immobile, c'est son championnat. Mais ouais, là, vraiment, opportunité de faire un truc spécial pour Lautaro Martinez cette saison. Et après, sinon, tous les gars, franchement, Yann Sommer dans les buts, il est excellent, c'est le meilleur gardien d'Italie sur la saison 2023-2024. T'as des gars comme Mkhitaryan à 35 ans et Çalhanoğlu à 30 ans en Regista qui sont en train de faire aussi parmi les toutes meilleures saisons de leur carrière. Donc voilà, ma question c'est, 1 an après avoir atteint la finale de Ligue des Champions, est-ce que cette année, c'est leur année? Est-ce que c'est l'année pour aller remporter la LDC? J'étais en train de regarder, si je baisse les yeux, c'est parce que je suis en train de regarder les chiffres et les statistiques un peu au niveau de l'Inter. Et franchement, c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment une équipe. La dernière fois, quand j'ai vu leur match en Ligue des Champions face à l'Atlético, je me suis dit, ouais, voilà une équipe qui est juste totale, en fait. J'ai envie de dire, elle est juste totale parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, la meilleure attaque, la meilleure défense. Donc, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin de beaucoup polémiquer. Déjà, l'année passée, ils avaient une superbe défense. On s'en rappelle, nous tous, avec même des revenants, des Acerbi, tout ça, un Onana qui est pourtant parti, et même malgré ça, on se disait quand même, bon, l'Inter a perdu certains joueurs très importants, est-ce que finalement l'Inter va réussir à faire... Non, il n'y a rien qui a changé en fait là-bas, tu vois, les Brozovic, tout ça, ils sont partis, ça n'a pas changé, et ça n'a rien changé en fait, j'ai l'impression même dans l'équilibre dans lequel l'équipe est en train de jouer en ce moment, et c'est ça qui est plutôt exceptionnel. Maintenant, pour répondre à ta question, à savoir, est-ce qu'ils peuvent le faire? Bon, ils peuvent le faire, c'est faire quoi concrètement? C'est gagner la Ligue des Champions. La gagner. D'accord, là on parle de la Ligue des Champions. Je pense que le championnat, ça va être fait, normalement ça devrait être frais et je ne m'inquiète pas trop. En plus, ils ont eu l'occasion de le gagner. Durant ces dernières années, on a vu plusieurs champions différents, l'Inter, l'AC Milan, le Napoli, machin. Bon, tu as un genre de cercle qui se fait entre eux, c'est bien. Donc ça montre aussi le niveau de la Serie A, à quel point le championnat est devenu encore de plus en plus compétitif. Maintenant, en Ligue des Champions, si tu regardes bien, l'année passée, il ne leur a pas manqué beaucoup de choses. En fait, si tu regardes cette finale-là face à Manchester City, tu la rejoues. Il y a peut-être moyen que l'Inter, il te fasse un truc comme City, ils ont fait, un truc à l'italienne, ils gagnent 1-0. 100%. Possible, même à la fin de match, Lukaku peut égaliser. Ouais, il y a beaucoup d'opportunités dans ce match. C'est tout, en fait. Donc, c'est pour cela que moi, je pense qu'effectivement, quand tu vois ce qui s'est passé l'année passée et que tu te dis que l'équipe, elle a évolué, elle s'est renforcée. Elle a perdu des joueurs très importants, mais elle s'est quand même renforcée avec d'autres joueurs qui sont venus et qui ont gardé le même niveau de constance que tu pouvais avoir sur les prestations la saison passée. Marcus Thuram qui arrive et qui automatiquement réussit à nous donner, genre, tu as l'impression de revoir une régénération de Lautaro et puis Lukaku à un moment donné en Serie A où ça fonctionnait à la perfection. Le gars, il est là-bas, il balance des centres, des trucs, voilà, ça marchait trop bien. Aujourd'hui, Thuram, c'est la même chose, il est en pleine forme, franchement, ça il faut le lui donner, sincèrement, c'est un joueur qui joue très bien, qui est en pleine forme, qui est en confiance, qui marque des beaux buts. Je me rappelle, je pense cette saison, il n'a pas mis un but à Mike Maignan là, à un moment donné, je pense qu'il lui a mis une frappe, j'étais choqué. Je pense que Mike lui-même, il a dû se poser des questions à savoir, est-ce que c'est le même boy qu'on a en équipe de France ou pas? Donc c'est pour dire à quel point, je pense que franchement, c'est une équipe qui, moi, me bluffe et je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, parce qu'ils ont non seulement l'expérience des grandes soirées européennes, ils ont la résilience qu'il faut, c'est-à-dire que déjà à la base, ils n'abandonnent pas, ils sont très rugueux, ça court partout au milieu de terrain, il y a des profils qui, moi, me choquent. Moi, si on m'avait dit un jour que Mkhitaryan serait ce genre de joueur-là, j'aurais dit c'est faux. En fait, j'aurais dit c'est pas possible. À 35 ans, ouais, mais arrêtez quand même, franchement. C'est comme si tu me disais, attends, faut qu'on te cherche un exemple. Il y a des boys, ils arrivent à l'Inter, ils font des choses, tu comprends pas. Alexis Sanchez, quand il quitte Marseille, on pense qu'il est terminé. Et pourtant, il arrive à l'Inter et quand même, il réussit à trouver un tout petit peu de pertinence dans le temps de jeu qu'on lui donne. Arnautovic, mais c'était un gars, franchement, j'ai dit, nous, on connaît Arnaud. Arnaud, depuis Stoke City, on le connaît, en fait. Tu vois, on connaît très très bien Arnaud, Shaqiri, tout ça. C'est des gars qui étaient là en championnat, essayaient de nous blaguer. On était là, on était présents. C'est pas un joueur extraordinaire, mais quand même, ça veut dire qu'à l'âge qu'il a, après toutes les difficultés que tu as eues dans ta carrière, parce que c'est pas des gars qui ont quitté Stoke dans leur prime et qui sont arrivés à l'Inter dans leur prime, tu vois. C'est pas ce genre de joueur-là. C'est des gars, ils ont bourlingué à gauche, bourlingué à droite, ils ont galéré, ils sont revenus, ils ont été retransférés, prêtés, machin, etc. Ils arrivent à l'Inter et puis tu as Inzaghi qui réussit à en faire des
ça, super le sub. travail d'Inzaghi est incroyable. Non, franchement, je suis désolé. Willou, moi, je pense que franchement, on ne leur donne peut-être pas assez de respect. Bon, miskin, c'est les Italiens, c'est vrai. Leur championnat est peut-être pas le plus médiatisé, mais la vérité, elle est là. Je pense que l'Inter est vraiment plus qu'un contender au titre cette année. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça donne un petit peu moins de crédit ici et là à l'Inter qu'à d'autres équipes, bon déjà, comme tu as dit, le championnat est un peu moins médiatisé que d'autres, mais encore ça, j'ai envie de dire, moins quand même, parce que depuis quelques saisons, la Serie A, c'est franchement ou un des deux championnats les plus kiffants à suivre. Non, je pense que c'est surtout le truc de l'Inter, c'est qu'il y a encore cette sensation qu'ils ont quelque chose à prouver. Parce que même s'ils ont fait finale de Ligue des Champions la saison dernière, le parcours était un peu plus simple que d'autres. Ça fait Porto en 8e, Benfica en quart, l'AC Milan en demi, ce qui était quand même un gros choc. Mais voilà, c'est pas comme si tu avais sorti Bayern, Real Madrid, comme ce qu'a fait Manchester City par exemple sur ce même parcours. Donc, il y a cette petite sensation qu'ils ont un truc à prouver, même si on regarde même la phase de groupe de la saison dernière, ils avaient joué 2 fois le Bayern, qui était dans leur groupe, et ils avaient perdu 2 fois. Donc il leur manque ce gros exploit européen face à face à une équipe qui sort chaque année dans les 3 gros favoris. Si demain l'Inter déjà sort de son 8e contre l'Atlético Madrid, ce qui n'est pas gagné, hein, franchement, l'Inter pour moi était bien meilleur à l'aller contre l'Atleti, ils auraient pu sortir gagnant 2-0 on va dire, mais le retour au Metropolitano, c'est simple pour personne. Donc déjà, il faut sortir de là. Mais après, si tu tombes contre City ou Real Madrid, même cet Inter énorme-là, tout le monde va attendre. Tout le monde va attendre de voir et dire, ok, maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire contre un énorme morceau, contre un favori ? Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains donnent un petit peu moins de crédit. Maintenant, je vais dire sur la manière dont ça joue, et pour revenir un peu sur le point Inzaghi, pour moi, ça joue comme un vainqueur de Ligue des Champions. Ça joue comme une équipe qui est capable de te faire mal dans tellement de configurations. Ils ont la profondeur avec Lautaro Martinez, avec Marcus Thuram qui aime bien prendre ce dos de la dernière ligne. Il y a les dépassements de fonction aussi de Mkhitaryan qui souvent s'infiltre là. Ils ont la largeur. Franchement, l'équipe, l'Inter sur la largeur, je pense que c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils utilisent tellement bien cette largeur du terrain avec leurs pistons, avec les dédoublements extérieurs de joueurs qui sont intérieurs. Ils sont tellement forts là-dessus, leur qualité de centre aussi, parce que Lautaro Martinez, on a dit pied droit, pied gauche, mais il y a aussi le jeu de tête. L'Inter a beaucoup de choses, aussi les coups de pied arrêtés. J'ai vu un qu'ils ont marqué contre l'Atalanta avec une petite combinaison. Ils sont dangereux de partout, ils savent ressortir sous pression. C'est aussi une des équipes d'Europe qui ressort le mieux sous pression avec les circuits d'Inzaghi. C'est plutôt ça qui m'a impressionné, moi, face à l'Atlético, en fait. C'est la manière à laquelle ils sortaient le ballon de temps en temps. Tu te disais, mais c'est... Ouais, franchement... Ils savent faire beaucoup de choses. Ils savent faire beaucoup de choses. Maintenant, la raison pour laquelle, pour moi, c'était la première grande question de cette fin de saison, c'est est-ce que l'Inter peut le faire ? Est-ce que c'est leur saison ? Parce que j'ai la sensation que ils ont une fenêtre d'opportunité là, elle va pas rester là pour toujours. Pourquoi ? Parce que l'Inter, deuxième équipe la plus âgée d'Europe en moyenne d'âge. Sur les 96 des 5 championnats majeurs, 29,8 ans de moyenne âge. Il y a un truc à saisir là. On a parlé de Sommer, il a 35. On a parlé de Mkhitaryan, il a 35. Lautaro 26, Marcus Thuram 26 ont encore un petit peu de temps. Mais voilà, en plus à l'Inter, tu sais pas non plus à quel point tu vas pouvoir résister avec quand même une masse salariale qui est genre 4 à 5 fois inférieure à ce que peuvent proposer des City ou des Real Madrid. Tu sais pas à quel point ils peuvent résister sur le marché des transferts et conserver leurs meilleurs éléments vraiment sur 2-3 années supplémentaires. Donc j'ai un peu la sensation que c'est le moment. L'Inter rejouera peut-être jamais aussi bien de son histoire qu'actuellement. Ils sont tellement forts en ce moment que voilà, là il y a une vraie opportunité. Il faut la saisir. C'est maintenant ou jamais, tout à fait. Après, ils ont des joueurs qui sont très intéressants. Moi, ça fait longtemps que je regarde Bastoni, par exemple. Tu vois, moi, c'est le genre de boy que... Bon, je sais que Gabriel est en train de faire une bonne saison, même si Gabriel n'est pas mon défenseur préféré à Arsenal. Je sais qu'il est en train de faire une très belle saison, donc respect à lui. Franchement, il est en train de remonter un tout petit peu dans là où je l'avais mis, quoi, parce que je sais que je fais partie des saisons dures, là, à Arsenal par rapport à Gabriel. Mais moi, j'ai toujours pensé à un boy comme Bastoni, tu vois. Très pertinent, gaucher, pertinent, tu vois, des longs ballons. Moi, ça qui me plaît avec l'Inter, c'est que 1, 2, 3, les gars, ils sont là-bas, ils balancent des longs ballons. Ils ont tout système de jeu. C'est possible. Bastoni, il peut être là, il te balance des transversales de 45 mètres
50 mètres, ça va arriver vers l'attaquant. Déviation, hop, il y a une occasion de jeu. Bastoni est capable de combiner rapidement sur un triangle parce qu'ils ont des triangles très effectifs là-bas. Soit c'est Di Marco, Mkhitaryan, Bastoni, Pavard, Barella, Darmian. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui se bougent là-bas. Même Pavard, finalement, dans une défense à 3, axe central, je dis droit, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise que axe central dans une défense à 4 ou bien latéral même dans une défense à 4 en fait. Donc il y a un truc qui fait que franchement je trouve que Inzaghi, comme tu as dit, il a trouvé la bonne méthode. D'ailleurs ça fait 4 ans que ça travaille très bien. Soit ils sont dans le top 3 en fait en Serie A, donc soit ils sont premiers, soit ils sont deuxième, soit ils sont troisième. La transition pour moi elle a été bien faite. En plus de ça ils aiment bien recruter des joueurs pertinent, à des moments pertinents. Là, ils sont allés chercher le petit Buchanan, le Canadien, là, qui est un boy pertinent, qui est un genre de, j'ai envie de dire, c'est un ailier, mais c'est un latéral, tu vois, c'est un genre de... Et on l'a vu à la Coupe du Monde, lors des matchs du Canada, il a joué tous les 3. C'est un boy qui va vite et tout, donc sur le côté, il peut à la fois défendre, mais offensivement, il va t'apporter beaucoup. Peut-être pour pallier aussi, et puis pour éviter que, voilà, pour avoir des remplaçants au niveau des latéraux de l'Inter tu regardes la comparaison, par exemple, ça qui m'a choqué un peu par rapport au match face à l'Atlético, c'est que tu te dis l'Atlético, les Molina et les, comment il s'appelait l'autre là, Lino, c'est ça, je pense, non, c'est ça, non. Samuel Lino, ouais. T'as des latéraux qui sont très, en fait, t'as le même système de jeu. C'est juste que l'un est très dynamique et l'autre est très attentiste. Pour moi, c'est le même système en fait. C'est juste que moi, je m'attends à ce que les gars, ils montent plus, qu'il y ait plus de création au milieu de terrain, machin, etc. Mais t'as pas ça. T'as pas du tout ça. Et ça, tu le trouves à l'Inter à travers Calhanoglu, Mkhitaryan et puis Barella. Et c'est intéressant parce qu'au-delà de la manière dont ça joue, ça prépare un peu l'avenir. On parle de c'est peut-être leur opportunité cette saison, mais le travail de Marotta, les gars qu'ils ont identifiés, tu parles de Marcus Thuram par exemple qui est arrivé libre, ils ont déjà quasiment bouclé, il me semble, 2 acquisitions pour l'été prochain avec Taremi et Zelinski. Donc ça commence aussi à réfléchir à la suite. Et non, franchement. Et des profils très spécifiques. En plus, j'aime bien ces profils-là. Tu vois, Taremi, tu te dis, bon, voilà, il est là, il claque ses buts, mais il va arriver à l'Inter, il va te mettre les 15 buts, 16, 17 buts. Très bien pour l'Inter. Très typique, l'attaquant de Serie A, une forme de Dzeko un petit peu, ou qui peut marcher. Un peu le pari de l'expérience aussi. Ça continue de faire une équipe qui a des matchs dans les jambes. Donc, non, très intéressant. Et c'était le but de cette première grande question de la fin de saison. Regardez l'Inter et parler un petit peu de cette équipe fantastique. Bonne chance à eux. Bonne chance et puis courage à eux. Et bonne chance pour le retour à l'Atlético aussi, parce que bon, il va falloir là qu'ils nous montrent vraiment qu'ils ont une très bonne défense. Et ne pas encaisser, quoi. Non, ça va être chaud, ça va être un super match. Et ça, on le savait franchement depuis le début le tirage au sort. Atleti-Inter, c'était à l'affiche de ces 8e. Donc c'est cool. Dernière fois que l'Inter a gagné la Champions, Stan 2010, non? Exactement, contre qui? Je me rappelle, Bayern, c'était quand Milito est venu. Contre le Bayern. Et c'est justement la deuxième grande question de la vidéo. Le Bayern va-t-il imploser? Alors là, on change de couleur. Toi, tu es passé de l'Inter peut-il s'imposer au Bayern va-t-il imploser? Exactement. Bravo, c'est galère. Ouais, c'est galère. On change d'humeur aussi parce que le Bayern, c'est l'inverse. Ils vont sûrement perdre la Bundesliga pour la première fois depuis 12 ans. 12 saisons. Ça fait 11 saisons d'affilée que le Bayern gagne le titre en Allemagne. Cette fois-là, ils ont 8 points de retard sur Leverkusen à 11 journées de la fin. Et voilà, ce Leverkusen, c'est pas le Dortmund de la saison dernière. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc ouais, franchement, selon toute vraisemblance, le Bayern va perdre le titre pour la première fois depuis 12 saisons. Ils sont menés par la Lazio dans leur 8e de finale de Champions là. Donc peut-être qu'ils passent même pas. On verra, parce que retour à l'Allianz Arena, Lazio Rome, ok, moi je mets quand même le Bayern qui s'impose et qui se qualifie, mais c'est une période pas facile en Europe aussi. Tourelle, départ annoncé, alors qu'il devait normalement son contrat se terminer jusqu'en 2025, ça sent le roussi dans le vestiaire. Je suis allé regarder aussi les fins de contrat de l'année prochaine, fin de contrat 2025, Kimmich, Müller, Neuer, Sané. Les 4 sont fin de contrat dans 1 an et 4-5 mois. Donc, fin de contrat dans 1 an et 4-5 mois, ça veut dire que ce mercato estival, c'est le dernier moment qui reste pour obtenir une prolongation, pas qu'ils partent libres. Je pense surtout à des gars comme Sané et Kimmich. Kimmich, que j'ai l'impression on envoie aux 4 coins de l'Europe, si tu lis un petit peu les rumeurs mercato. Partout, ouais. Donc, il y a ça, il y a Davies aussi. Apparemment, un accord aurait été trouvé avec le Real Madrid. Est-ce qu'il va partir, oui ou non? J'ai rarement senti le Bayern aussi vulnérable.
Et c'est un Bayern qui est aussi âgé, 28,1 ans de moyenne d'âge, c'est dans le top 20% des équipes les plus âgées en Europe. Kane peut durer un moment encore. Bon, lui, franchement, le pauvre, il fait une super saison. Ça pourrait se finir sans titre pour lui, ce qui est assez ironique, mais 31 ans cet été quand même. Donc, même si Kane, je pense, peut vachement résister à l'âge vu son style, voilà, il se fait plus tout jeune non plus. Il y a des jeunes au Bayern quand même. Il y a des petites pépites intéressantes. Pavlovic, 19 ans, j'aime bien. C'est peut-être un des rayons de soleil de la saison du Bayern. Mathys Tel, qui a que 18 ans aussi. Il y a des gars derrière. Et même Musiala, qui est bon, lui, là, depuis tellement longtemps, on a l'impression que c'est limite plus un jeune. Mais voilà, il y a des challenges pour un coach dont on ne connaît pas encore l'identité. Donc, c'est vraiment une situation pas facile pour le Bayern. Et eux veulent Xabi Alonso, mais je pense qu'il ira plutôt à Liverpool. Je le vois mal passer de Leverkusen au Bayern. Genre, tu gagnes la Bundesliga avec Leverkusen et tu restes en Bundesliga alors que tu as tout montré dans ce championnat pour en plus aller au Bayern, l'ennemi de tous les autres. Je sais pas, j'ai du mal à voir ce truc alors que l'attrait de la Première Ligue pour un entraîneur aujourd'hui, bon, il n'y a pas d'égal. Ouais, c'est intéressant, c'est une situation intéressante. C'est un peu la crise, en même temps c'est le Bayern. Le Bayern a toujours la capacité à se sortir de n'importe quelle crise. Donc c'est un peu ma deuxième question. Est-ce que le Bayern va imploser ? Franchement, s'il y a une élimination là contre la Lazio dans quelques jours, j'ose pas imaginer le truc. Ou est-ce qu'ils peuvent se ressaisir et nous donner un petit peu, se donner un peu d'espoir pour la saison prochaine ? Ce serait le temps pour eux de se ressaisir. Moi j'ai une question même qui est parallèle à celle-là, c'est de savoir... Est-ce qu'il y a une corrélation entre les bonnes performances de l'équipe nationale d'Allemagne, la bonne gestion de l'équipe nationale d'Allemagne et la manière à laquelle le Bayern est géré depuis ces dernières années en fait, ouais, c'est les mêmes équipes. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Moi, il y a quelque chose. Je me dis déjà, les Allemands eux-mêmes, c'est des tocards. Eux-mêmes, on en a parlé la dernière fois, c'est leur euro. C'est leur euro. Donc, on s'attend à ce que quand même à domicile pour leur euro, ils nous amènent une équipe qui, on sait que n'est pas compétitive parce que des bons joueurs, ils en ont. C'est pas ça le problème. C'est juste qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant. Qu'on voit un Bayern dominant, une équipe, une Mannschaft dominante et tout ça. Mais là, je regarde le Bayern et je regarde ces dernières années et je me dis, OK, la dernière fois qu'on a vu un Bayern bluffant en Ligue des Champions, c'était quand ? C'était 2020, non ? Je pense. Ouais, ça fait 3 années d'affilée qu'ils sortent en quart de finale, il me semble. Voilà, donc c'est l'année où tu bats le Paris Saint-Germain en finale. Bon, année de Covid. Le Barça 8-2, tout ça. Voilà, ça n'enlève rien. Ça, c'est des matchs qui sont joués en une fois. C'était, comment il s'appelle là ? L'autre. C'était Hansi Flick. Voilà, c'était Hansi Flick qui s'est géré, qui a fait une saison extraordinaire comme les autres ont eu l'occasion de le faire. On en avait parlé une fois. Comment il s'appelle l'autre tonton là ? Jupp Heynckes. Jupp Heynckes, que tu appelles à chaque fois qu'il y a un problème en Allemagne. C'est lui qu'ils appellent pour qu'ils viennent régler le problème et tout. Donc Hansi Flick avait fait une saison quand même extraordinaire. Lewandowski aurait même dû être Ballon d'Or. Donc, mais depuis lors, tu regardes et tu te dis, bon, l'équipe nationale d'Allemagne elle-même, depuis 2016, j'ai envie de dire, et peut-être cette demi-finale-là à l'Euro face à la France, c'est une équipe qui se cherche en fait, tu vois. Donc je regarde aujourd'hui et j'essaie de faire cette corrélation-là en me disant il y a des problèmes structurels même dans le football allemand aujourd'hui, en tout cas des problèmes administratifs parce qu'il y a eu pas mal de changements qui ont été faits. Et au niveau du Bayern aussi, qu'on le veuille ou non, l'année passée, ils ont quand même viré toute la direction, ou presque. Tu as viré Oliver Kahn, tu as viré Salihamidzic, donc il y a des gars qui sont partis et tout. Tu as viré le coach en plein milieu de la saison à un moment où peut-être fallait pas le virer. L'autre qui est arrivé en intérim, directement il s'est fait éliminer de la DFB Pokal, on s'en rappelle très bien. Heureusement, comme tu as dit tout à l'heure, que Leverkusen, c'est peut-être pas Dortmund, donc normalement Leverkusen, parce que je me dis Leverkusen, ils ont perdu beaucoup de joueurs, notamment des défenseurs durant la Coupe d'Afrique des Nations, ça les a pas empêchés de continuer à gérer. Ouais. Donc en fait, moi je m'inquiète pas beaucoup pour Leverkusen, tu vois. C'est là où c'était la période où je m'inquiétais, c'était janvier, février, et là tout le monde est de retour, et à Leverkusen, ça joue bien. Donc ça veut dire que ça va. L'autre, Dortmund, ils ont eu pas mal de problèmes l'année passée, bon, à l'heure en début de saison qui n'était pas là, ensuite il est arrivé, et Bellingham, il s'est blessé au moment où il fallait pas se blesser, et à ce moment-là, tu as l'impression ils ont perdu leur âme. Donc je pense que pour le Bayern, cette année, ça va être compliqué, normalement en tout cas, de revenir sur Leverkusen. Donc, est-ce qu'ils sont en implosion totale? Pour moi, oui, parce que je pense que c'est un des Bayern les plus faibles qu'on a vu durant ces dernières années, c'est abusé. Et c'est un paradoxe, parce que moi je comprends pas. Harry Kane, combien de buts cette saison? Attends, je vérifie. 27, ouais, 26, 28, 30. Je crois déjà, un truc comme ça en Bundesliga. Statistique, Harry Kane nous a mis 27 buts. 27. En Bundesliga. Avec un doublé contre Leipzig, super reprise du pied gauche l'autre jour dans le temps additionnel pour gagner, ouais, très chaud. Et tu dois même te dire qu'en fait, si Harry Kane n'est pas dans cette équipe cette année et qu'il n'y a pas un attaquant de ce niveau-là, mais ils font comment? Heureusement, il y a plusieurs matchs, c'est Harry Kane qui les sauve. Ouais. En fait, le Bayern fonctionne sur des individualités et c'est grave. Parce que ce qui a toujours fait la force du football allemand, c'est le collectif.
buts et passes décisives d'Harry Kane, 27 plus 5, c'est plus de la moitié de tous les buts qu'a marqué le Bayern cette saison. Mais c'est abusé en fait. C'est pour ça que je dis que c'est Harry Kane qui a quitté Tottenham, qui est venu jusqu'au Bayern, qui malheureusement va faire une des saisons de sa vie pour une première saison en Allemagne et qui va gagner peut-être aucun titre, tout simplement parce que le Bayern est aujourd'hui une équipe qui n'est plus basée sur le collectif. C'est pour cela que je dis que dans la mentalité allemande, dans une mentalité où les clubs appartiennent aux gens du pays, il n'y a pas d'investisseurs étrangers avec plus de machins, etc. et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une mentalité très protectionniste en Allemagne, ça fonctionne en famille. Aujourd'hui, au Bayern, il n'y a plus de famille. En fait, moi, c'est ça la conclusion que j'en ai, en fait. C'est de me dire, il n'y a pas de famille. Il y a quelque chose il y a un lien qui s'est brisé. C'est ce lien-là qui fait que je vois un Bayern qui ne fonctionne que sur des individualités. Un Harry Kane qui claque des buts. Un Musiala qui a le talent, donc qui est capable de sortir son épingle du jeu quand il le faut. Un Leroy Sané qui est efficace ces 2 dernières années, donc qui claque des buts. Mais sinon, mis à part ça, tout le reste, ils sont portés disparus. Ouais. Et un autre truc qu'on n'a même pas dit, c'est qu'ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne contre Saarbrücke en début d'année. Ouais, ça peut vraiment faire la saison blanche complète pour le Bayern. Et ça, c'est pas arrivé depuis très longtemps, je pense. C'est très grave. C'est pour ça que je dis que si tu me parles d'implosion, je suis d'accord. Mais du coup, peut-être la meilleure question, c'est peut-être le Bayern a déjà implosé. Et la bonne question, c'est est-ce qu'il est en fin de cycle avec ces Neuer, Müller, etc. qui arrivent sans doute à la fin de quelque chose. Bon, on verra. Ce sera l'occasion de se poser la question de mercato. La fin de cycle, elle a commencé à la minute où il y a certains gars vétérans qui sont commencés à partir. Quand tu perds un joueur comme Alaba, pour moi, c'était pas n'importe quel joueur, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as un début de fin de cycle qui se créait déjà, mais peut-être que les gars n'ont pas vu venir. Ouais, Lewandowski aussi. Lewandowski qui part et tout. Donc, les gars commencent à être fatigués. Il faut changer un tout petit peu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on va voir. Après, il leur reste la Champions. Pour le coup, ils sont encore dans le coup. Franchement, je pense qu'ils vont renverser la Lazio au match retour. Je pense aussi. Ça sent très scénario bavarois de gagner 4-0 au retour. Ouais, ça, normalement, on va entendre la petite musique de l'Allianz Arena plus d'une fois, je crois. Normalement. Bon, on verra. Mais ça, c'était la deuxième grande question. La troisième, je l'ai mis en troisième place juste pour pas qu'on attaque tout de suite avec notre refrain favori, la Première Ligue. La troisième, elle est très très simple. Qui gagnera l'APL ? Et cette question, elle est chaque saison, quand on arrive là, fin février, début mars, elle est chaque saison kiffante. Mais cette saison, elle est peut-être encore plus kiffante. Parce qu'à 12 journées de la fin, on a donc Liverpool qui est en tête avec 60 points. City, second, 59. Arsenal, troisième, 58. Les trois se tiennent en 2 petits points à 12 journées de la fin. Et quoi qu'il arrive, ça va être une histoire très très spéciale parce que si c'est Liverpool qui gagne le titre, seulement le deuxième de l'RPL pour eux, l'année du départ de Jürgen Klopp, c'est féerique parce qu'en plus le dernier qu'ils avaient gagné, c'était époque Covid, donc même niveau célébration, les stades et tout, c'était un petit peu plus muet. Là, il y a vraiment l'opportunité de faire un final spectaculaire pour Liverpool. Si c'est Arsenal, c'est dingue, c'est l'année des 20 ans, des 2 décennies des Invincibles. C'est le titre que ce club attend depuis une éternité. La saison dernière, ils en étaient pas loin. Et ils avancent un petit peu plus masqués que la saison dernière. Donc Arsenal est vraiment dans une position très très intéressante. Si c'est Manchester City, les grands méchants de la Première Ligue remportent leur 4e titre consécutif. Un truc qui a jamais eu époque Première Ligue, ère moderne. Même le Manchester United de Sir Alex Ferguson n'a pas gagné 4 Premières Ligues d'affilée. Non. Et ça aussi, c'est très discret parce que chaque saison, c'est serré. T'as des Liverpool qui les poussent à 99 points. T'as Arsenal la saison dernière qui est très proche de le faire. Donc City, c'est presque un peu discret, mais là, c'est une hégémonie totale. S'ils remportent l'APL, 4e d'affilée, la 6e en 7 saisons, il y a presque une idée de se dire ouais, on parle toujours de la Première Ligue, championnat compétitif, spectaculaire, kiffant. Là, en fait, on se retrouve dans une situation qui n'est pas trop dissimilaire au Bayern en Bundesliga ou à la Juve en Serie A à l'époque. C'est une hégémonie, une conquête totale et sans partage. Donc ça, c'est la situation actuelle. Dans tous les cas, ça va être intéressant parce que même si c'est City, ça aurait été avec des scénarios totalement dingues. Et je regarde par exemple, il y a Liverpool-City à Anfield le 10 mars, dans 11 jours, et il y a City-Arsenal le 31 mars. 2 matchs énormes qui arrivent en mars qui vont forcément marquer une inflexion profonde dans la course au titre. J'ai envie de te poser une question, Stan, d'abord, avant qui gagnera l'APL. Je suis allé checker du côté de l'ordinateur Opta qui analyse un petit peu tout, l'état de forme des équipes, le calendrier, tout ça dans la balance, et il donne des probabilités de vainqueurs pour les 3. Pour toi, c'est quoi déjà le podium des plus probables ?
Et est-ce que tu veux te risquer à des pourcentages? Il y a plusieurs facteurs. Je pense que Liverpool, pour moi, c'est pas parce qu'ils sont premiers même au classement, hein, parce que comme tu as dit, 1 point, 2 points. Je veux dire, nous, on a été premiers pendant 240 et quelques jours. L'autre, il est venu, il a fait 28 jours à la tête de la Première Ligue. Le chauve, la Guardiola, il a gagné le titre la saison passée. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, la saison se joue toujours sur un moment. Tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tu l'as dit, hein, il y a des matchs importants, Liverpool City en mars et Arsenal City en mars. Je pense que ça se joue là-bas. Donc j'ai envie de dire que moi, si tu me demandes aujourd'hui, je pense qu'en termes de pourcentage, je mettrais City 3e, je mettrais Arsenal 2e et je mettrais Liverpool 1er. Maintenant, il y a une partie de moi très superstitieuse qui n'a pas envie de beaucoup parler, tu vois, de mes Gunners, parce que ça sent bon, quoi. Moi, je sens l'affaire. Je sais pas ça sent bon pour Arsenal, tu dirais. Chacun sent ses affaires comme il a envie de sentir, tu vois, mais moi, je sens l'affaire. Je sens l'affaire. La saison, là, en fait, j'ai vu le calendrier. Vous avancez plus discrètement que la saison dernière, c'est pas mal. Mon gars, j'ai regardé le calendrier. Moi, toi, en première ligue, tout est un problème de calendrier. Il est compliqué, le calendrier d'Arsenal, par contre. Ouais, mais ça très va. compliqué, celui d'Arsenal. Non, ça va pas, mec. Ça va pas. Déplacement à l'Etihad, déplacement à Tottenham, déplacement à Old Trafford, déplacement à Brighton. Et vous devez jouer aussi à la maison Chelsea et Aston Villa. Franchement. Sincèrement, entre toi et moi, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul match dans tous ces matchs-là qui me stresse. C'est le match de City, fin mars. Sinon, mis à part ça, Old Trafford, je m'en fous. C'est pas aujourd'hui quand même. Non, c'est qu'à un moment donné, tu veux être champion, il faut quand même que tu te respectes. Donc moi, je respecte mon équipe. Je pense qu'Arteta, il me respecte. Je pense que les Declan Chep et puis tous là, même Kai Havertz, ce tocard-là, eux tous, ils nous respectent. Ils vont pas aller quand même foirer des points, que ce soit là-bas, j'allais dire White Hart Lane. J'ai oublié leur nouveau stade là. Comment il s'appelle encore? Le nouveau White Hart Lane. Voilà, le Tottenham Stadium là, machin. Tu vas pas perdre là-bas face à Tottenham et puis perdre face à Manchester United quand tu vois la saison qu'on est en train de faire. Faut nous respecter. Je dis, moi, aujourd'hui, la seule. Même là, regarde bien, on est sur combien de matchs d'affilée? 5-6 matchs, je pense, de victoires d'affilée. Si je regarde bien, si tu enlèves le match en Ligue des Champions, si tu regardes en championnat, depuis le début depuis le retour en 2024, tu as une équipe d'Arsenal qui gagne certains matchs qui, même moi, ça m'a stressé. Ça m'a un peu stressé. Je me suis dit, bon, il y a des déplacements compliqués de temps en temps à l'extérieur. Tu ne sais pas contre qui tu vas jouer, machin, etc. Pourtant, l'équipe, elle réussit à s'en sortir. Tu regardes, tu te dis, comment ça s'appelle? Crystal Palace 5-0, Nottingham Forest 2-1, il a été compliqué celui-là, je m'en rappelle, on était en pleine Coupe d'Afrique. Liverpool, la dernière fois 3-1, c'est bon, là tu te tapes West Ham 6-0, tu reviens, je dis non, t'es une équipe qui quand même est en train de... Ouais, ça joue bien, ça joue bien. C'est intéressant, il n'y a pas la peine d'avoir peur. L'année passée, tu as joué le titre jusqu'à la fin. Tu as eu un mois d'avril compliqué, on en est conscient. Tu as perdu un joueur important, un défenseur. Tu as été obligé de colmater avec des rope holding, des machins de tenir. Et il y a eu des matchs, enchaînement de matchs, Liverpool, West Ham, machin là, où tu aurais même dû perdre ces matchs-là. Tu as eu de la chance si tu as récupéré un point face à Liverpool à Anfield de la saison passée. Si tu mènes au score face à West Ham et que Saka rate le penalty qui revient au score, là encore, tu t'estimes presque heureux d'avoir pris ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont fait que l'année passée, franchement, je me dis, OK, les boys manquaient d'expérience et tout. Cette année, on n'est pas devant, on est derrière, on attend, on est juste dans le peloton. Nous, on est juste là. Mais attendez qu'on arrive à 2 km de la fin, tu vas pas voir si on va tenter une échappée, mon gars. Je te dis, à la Tour de France. C'est bien. J'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien l'optimisme. Franchement, c'est comme ça que je vois l'affaire. C'est pour ça que j'ai pas peur. Maintenant. Mais c'est pas comme ça que voit l'ordinateur Opta, par contre, qui met Arsenal net 3e avec 13% Opta pas aller de se gagner faire le titre. Voir. Déjà, Opta. C'est son problème. Liverpool est 2e avec 36% et c'est City qui est l'énorme favori avec 51%. Une chance sur 2 pour Opta que City remporte le titre à la fin. Fair enough, ça c'est normal parce que c'est eux qui nous traumatisent depuis. Genre, normal en fait, si sur les 6 derniers titres tu es sur le point d'en gagner 4 ou sur les 7 derniers tu es sur le point d'en gagner 6, je pense qu'à part Leicester et Liverpool, personne n'a gagné de titre non, depuis 2015 ou un truc comme ça. Chelsea a gagné un titre. Je ne me rappelle même plus. Ah bon, il y a un coach de Chelsea qui a gagné un titre ici. Avec Conte? Avec Antonio Conte. Sinon, mis à part ça, c'est Liverpool qui vient nous sauver du premier triplé. Ils allaient faire 3 d'affilée. Liverpool est venu casser la tendance. Là, ils ont refait 3 d'affilée. Donc, je suis d'accord sur ce point-là. C'est vrai, ils sont très forts. Ça, on le leur donne. En début de saison, je l'ai dit, tous contre City. Pour l'honneur du championnat d'Angleterre. Donc, oui, City est ultra favori, mais permettez-moi de ne pas... Quand même, on peut pas, ils sont beaux, on va pas leur dire qu'ils sont beaux. Voilà, ils sont vilains. Il faut oser. Liverpool, c'est un peu mieux en Première Ligue niveau calendrier, notamment que Arsenal, mais ça joue la FA Cup et ça joue l'Europa League. Attention à l'Europa League, il va falloir pas mal faire tourner l'effectif. Déjà on le sent assez éprouvé niveau blessures, suspension, etc.
Donc ouais, ça pourrait être un truc. Et je vais dire aussi avec Arsenal, une équipe qui joue un foot extraordinaire. D'ailleurs, j'étais à l'Emirates l'autre jour contre Newcastle, et franchement, vu du stade, la pression, la contre-pression que ça met sur une demi-heure là, ou 45 minutes de première mi-temps, le Arteta Ball, vu des tribunes, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une équipe magnifique. Maintenant, je vois quand même un gros différentiel entre la qualité du 11 et les gars que ça peut faire sortir, les mettre en sortie de banc pour finir les matchs. Et finir les matchs, c'est un peu finir les saisons aussi. Et je crois que City est bien plus armé sur la qualité de son banc qu'un Arsenal 2023-2024, et je crois que c'est encore le pas à franchir pour que cette équipe continue à s'améliorer. Mais bon, la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème et cette troisième grande question, c'est que je pense vraiment que les trois sont possibles. Et quand je vois Arsenal 13%, je suis d'accord, moi aussi je trouve que c'est un petit peu bas, parce que mentalement, je pense qu'ils sont dans une très bonne posture. En plus, une saison après avoir vécu la désillusion, il y a un désir il y a à la fois un mix de faim, de revanche, de désir, mais aussi ok, cette fois on est un petit peu plus protégé, parce que le spotlight, la saison dernière, il était vachement sur eux. C'était eux l'histoire de la saison. Est-ce qu'ils peuvent faire tomber City ? Est-ce qu'ils peuvent vivre leur saison de rêve ? Cette année, le spotlight, il est vachement plus sur Liverpool. Avec l'annonce de Klopp, c'est ça la grande histoire. Et du coup, Arsenal, ils sont un petit peu derrière, tranquille. Je suis d'accord avec cette posture qui est intéressante. Et quoi qu'il en soit, ça va faire une fin de saison en PL totalement Mon seul kiffant. problème avec Manchester City reste le même. C'est ce que je dis encore, c'est que tu as l'impression de temps en temps, ils ont une baraka incroyable. C'est le fait que l'autre fatigant, ils finissent très bien les saisons. Voilà, l'autre KDB, là, il n'a pas joué pendant 6 mois. Ou je sais même plus, août, septembre, pas de problème. octobre, novembre, je crois que c'était fait décembre, exprès. janvier. Je sais même pas s'il était vraiment blessé. C'est bizarre, il a juste besoin de jouer la deuxième partie de saison. Il s'est reposé, machin, on l'a opéré, on lui a rien fait. Il s'est fait masser pendant 6 mois. Il est de retour en pleine forme. Il va nous fatiguer. Haaland a eu 2 mois ici blessé. On s'en est même pas rendu compte en fait. Haaland a disparu ici pendant 2 mois, machin, rapidement, vite fait. Là, il revient. C'est ça qui m'énerve avec eux, en fait. C'est de me dire qu'ils ont toujours ce regain d'énergie au moment où tout le monde est le down, truc, c'est qu'ils avancent tout le temps masqués. Ouais. Comme le niveau de pression à City est tellement plus bas que dans d'autres clubs de Première Ligue, City peuvent toujours être un petit peu tranquilles, alors que c'est une équipe qui est 3 fois d'affilée championne, vainqueur de la Première Ligue. Puis bon, après, il y a le chauve qui est toujours capable d'inventer un truc extraordinaire en cours de saison. Et l'expérience aussi d'avoir vécu ces moments-là. L'année passée, ils ont couru après le titre durant toute la deuxième partie de saison. Quand tu entends les Gundogan parler, ils ont dit qu'à un moment donné, en janvier-février, ils ont dit ils vont aller chercher Arsenal. Ils l'ont fait. Ils ont joué ici face à Liverpool jusqu'à 90, 93, 92, 95, on était là en train de voir qui va gagner, machin. Ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'être de cette pression-là. Je pense que la grande différence se fait là. Maintenant, c'est aux autres aussi, Arsenal, Liverpool, d'essayer de se gérer et d'y croire. Il y a moyen. Il y a moyen. Mais franchement, tous contre City, quoi. Je suis désolé pour les fans de City, mais vraiment tous contre City. Liverpool, s'ils gagnent, moi, ça m'arrange mieux que City gagne, quoi. Parce qu'on est fatigué. Ils ne peuvent pas nous dominer à cette... C'est outrageux. Genre, la domination commence à devenir outrageuse. Tu l'as dit, même le United de Ferguson, je pense qu'ils n'ont pas fait plus que 2 fois d'affilée. En fait, 3, ils ont fait 3, voilà, mais 3. jamais 4. Mais c'est à un moment donné, tout le monde t'a arrêté. À un moment donné, il y a bien un Mourinho qui venait, un Wenger qui est arrivé, je sais pas quoi, etc. Là, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc, ouais, j'espère que les choses vont changer cette année. Si City tombait cette saison, la même saison où le Bayern tombe, ce serait assez cohérent finalement avec un des thèmes de cet exercice 2023-2024. C'est un peu la saison des petits. Aston Villa, qui est 4e avec 5 points d'avance sur Tottenham, même s'ils ont un match en plus, ils sont dans une position très très intéressante pour peut-être aller se qualifier pour la Champions. En plus, la 5e place de Première Ligue pourrait qualifier pour la Ligue des Champions saison prochaine. Donc on pourrait avoir les gars d'Unai Emery en Ligue des Champions. Girona en Liga, ils ont 10 points d'avance sur l'Athletic Bilbao 5e. Donc eux aussi, franchement, ont de bonnes chances d'aller en Champions. Bologne en Italie est top 4 pour un club qui a la 16e masse salariale de Serie A. 4e actuellement. Le travail de Thiago Motta est extraordinaire. Leverkusen va sans doute faire champion. Et Brest en Ligue 1, qui a le 14e budget sur 18, ils ont 43 points, ça fait 3 points d'avance sur Nice qui est 4e. Franchement, personne n'a trop l'air de vouloir aller chercher ce podium en Ligue 1. C'est vachement serré. Et Brest, honnêtement, ils font une saison meilleure que la plupart de leurs prétendants directs. Ils ont sorti des gros matchs, ils ont battu l'OM, ils ont fait un nul contre Nice, ils ont fait un nul au Parc des Princes il n'y a pas longtemps en Ligue 1. Pierre Lesmelou fait une belle saison. Est-ce que cette saison, 4e question, c'est la saison des petits? Combien de ces petits-là iront au bout? Ça, c'est le truc qui me passionne. Si à la fin, Bologne l'a fait, Brest l'a fait, Leverkusen l'a fait, Girona l'a fait et Aston Villa l'a fait, c'est quand même une saison qui ressemble à aucune autre
dans le paysage du foot moderne récent. Yeah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça. Chaque année, tu as l'impression aussi qu'il y a des nouveaux petits, un peu. Il y a des équipes qui viennent un peu en mode surprise. Ça montre aussi que les niveaux ont évolué un peu partout, que les championnats s'équilibrent aussi dans différents paliers. Tu vois, aujourd'hui, en première ligue, on arrive à le voir, tu as un trio de tête. OK, mais Villa, ils sont pas si loin que ça. C'est dommage, ils ont raté quelques matchs qu'ils n'auraient pas dû peut-être rater. Ils auraient peut-être pu être dans ce quatuor qui se bat pour le titre carrément, même s'ils sont à quoi, je pense, 8 points, hein, un truc comme ça. Bon, c'est pas encore bon. City, à la même période l'année passée, ils étaient à 8 points, ils ont rattrapé tout le monde. Mais bon, ça reste City. Donc, il y a quand même ces petites équipes-là qui arrivent et qui poussent. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Girona, bon, je pense pas qu'ils seront champions, hein, avec tous les efforts qu'ils ont eu à faire, parce qu'à un moment donné, il y a un niveau, et ils l'ont vu même quand ils ont joué face au Real, machin, tout ça, il y a un niveau qui est difficile à atteindre parce que les gars, OK, tu peux bluffer tout le reste du championnat, mais il y en a un ou deux que, voilà, ils vont te remettre à leur place. Donc, maintenant, c'est quoi réellement la réussite pour ces équipes-là? Je pense que déjà atteindre l'Europe, ce serait une réussite. Donc, un club comme Brest, qui peut-être l'année prochaine peut se battre pour, je sais pas, un tour préliminaire de Ligue des Champions, si c'est ça, hein, en France, la 3e place, si je me trompe pas. Si tu finis 4e, mais 3e l'année prochaine, ça qualifie direct pour la LDC. En plus. Ah, c'est super, tu vois. Donc, avec la nouvelle formule, 3e, ça qualifie direct. Donc, 3e, tu es qualifié en Ligue des Champions. 4e, tu as un tour préliminaire. Au pire des cas, tu vas jouer l'Europa. Pour un club comme Brest, franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'essaie de voir, j'allais faire une vanne là pour me moquer un peu des gars de Brest, mais j'ai l'impression, Brest, il y a un port, non, là-bas? C'est une ville portuaire. Oui. Si, c'est la ville de... Ouais, non, parce que quand j'étais petit, là, j'essaie de voir, c'est parce que des fois, la géographie, tu la places par rapport au football ou par rapport à ce que tu as lu. Je me semble qu'il y a un des Tintins, là, où il y a un des bateaux... Tonnerre de Brest, c'est l'expression de c'est ça, je me suis dit, Haddock, là, il est venu là-bas, il a pété un câble. Donc, moi, je suis... Très bonne référence, j'apprécie. Je savais que tu étais un homme de goût, mais... Non, je te dis que on a lu trop de bêtises quand on était jeunes. Resté dans notre tête comme ça. Et donc, du coup, c'est ça. Je regarde ça et je me dis, ouais, franchement, Brest, ce serait cool pour eux. J'espère qu'ils vont réussir à tenir la cadence. Girona, s'ils vont en Europe aussi, ce serait quelque chose d'extraordinaire pour eux. Franchement, en plus de ça, c'est un club qui est différent parce qu'il est dans ce satellite-là de Manchester City. Donc, il y a un peu cette touche Guardiola. Donc, il y a quand même des très très bons joueurs à Girona. Ça joue super bien. En vrai, c'est génial. Il y a du talent. En fait, il y a du talent là-bas, quoi. Il y a des boys à City, ils n'ont pas forcément réussi ou c'était trop truc. Hop là, ils ont été envoyés à Girona en stage et puis tout. Donc, ça en fait un club avec énormément de talent qui joue bien. Donc, ça aussi, je leur souhaite. Leverkusen, franchement, je pense que s'il y en a un qui ne doit pas nous décevoir, ça devrait être eux. Moi, mon seul problème avec Leverkusen, et je le dis encore une fois, on va me dire que oui, mais c'est normal, je suis un fan d'Arsenal, donc votre avis ne m'intéresse pas. Chacun défend sa chapelle. Non, c'est pas chacun. C'est le fait qu'ils finissent pas invincibles. En fait, oui, d'accord. C'est parce qu'il veut, lui. Il veut être invincible pour aller où? Il y a un seul invincible. Il reste 11 matchs. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'invincibles là. Qui a fait invincible ici durant ces dernières années? En Italie, la Juve n'a pas fait invincible à un moment donné, durant les 10 dernières années. Je dirais non. Non, je pense que personne. Il y a longtemps, je crois, le Celtic. Mais c'est nous, je pense que c'est nous les Preston North End. Ouais, bon, Celtic peut-être avec. Oui, Celtic, c'est pas l'autre Gérard, peut-être qu'il avait fait ça, je pense que Steven Gerrard avait peut-être fait ça. Peut-être Steven Gerrard avait fait ça. Ah, avec les Glasgow Rangers. Avec les Glasgow, il me semble qu'il a fait une saison, il me semble. C'est parce qu'il y en a un là récemment qu'il a fait. Il était pas loin, mais je sais pas s'il l'avait fait à la fin, j'avoue. Mais pour moi, le titre des Invincibles reste quand même, malheureusement, c'est dommage. C'est vrai, j'avais même pas pensé. Mais c'est vrai que c'est la seule équipe encore invaincue, toute compétition confondue, même pas juste en championnat. Littéralement. Toute compétition confondue. Leverkusen peut aussi aller gagner l'Europa League cette saison. C'est ça la grosse dinguerie. C'est pour ça que je te dis que s'il me faut Europa League, championnat, Coupe d'Allemagne, et les mecs ils font invincible sur la saison, là franchement on va s'asseoir, on va se dire que Leverkusen de cette année-là, c'est peut-être l'équipe du siècle. Alors qu'on l'équipe du siècle. Le Brésil 70. On les met dans le top 5 avec Barça 2011 et Barça 2009. Bayern 2020. Mais d'ouf, avec des top players. Il y a des trucs pas mal et franchement ça fait kiffer dans un monde où le foot est quand même de plus en plus super liguisé, etc. Yeah. Voir un Brest 14e masse salariale, un Bologne 16e masse salariale, ou même Girona, après Girona c'est des circonstances assez particulières. Je sais pas si eux ils font tant que ça mentir la règle du foot super ligué parce que c'est quand même un contexte spécial. Mais ouais, ce serait sympa. Combien de petits iront au bout? Je pense qu'il y en a... Leverkusen et Girona, pour moi, Girona reste top 4, Leverkusen est champion. Aston Villa, ça va être serré, mais ça va être intéressant. C'est jouable. Bologne et Brest, il va falloir s'accrocher. Mais ouais, si on en a 3 sur les 5,
c'est déjà une saison vachement surprenante, je trouve, dans les 5 championnats majeurs. Et puis surtout que c'est ça. Franchement, moi je pense que c'est juste, tu vois, moi par exemple, s'il y en a un que je m'attendais à ce que cette année ce soit son année, par exemple, c'est Brighton. Mais même si malgré les difficultés qu'il a eues, il tient quand même, il est là, il tient un peu, tu vois, Brighton. Mais je m'attendais à un peu mieux peut-être, tu vois, par rapport à ces petits-là. Mais sinon, écoute, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est cool. Comme tu as dit, dans un monde où on ne parle la plupart des fois que des très très grandes équipes et tout, c'est cool d'avoir des challengers qui arrivent pour mettre le bordel un peu. Donc c'est sympa. Donc félicitations. Et qui définissent aussi un petit peu la nouvelle ère des grands coachs, parce que je pense que Xabi Alonso, ça peut donner quelque chose de très très sympa sur les années qui viennent. Il y a un Thiago Motta qui émerge. C'est intéressant. On va continuer à suivre ça avec beaucoup d'intérêt. La dernière question donc, comment est-ce que Mbappé va finir son aventure parisienne ? Parce qu'il y a une position qui est quand même très très spéciale, top 3 des joueurs les plus importants du monde en ce moment. Si on regarde ne serait-ce que les valorisations Transfermarkt, il est à égalité à 180 millions avec Haaland et Bellingham. Même s'il ne l'a pas encore annoncé officiellement, j'ai vu là il y a quelques heures à peine qu'apparemment sa mère est à Madrid en train de chercher une maison, que l'émir du Qatar lui a dit bonne chance, bonne continuation pour la suite, un truc comme ça. Bref, Mbappé au Real Madrid, ok, à 99% c'est fait. Il va donc quitter le club dont il est le meilleur buteur historique, le club dans lequel il a passé 7 ans. Il va quitter la Ligue 1 qu'il a écrasé en étant, je crois, 5 ou 6 fois meilleur buteur, 4 ou 5 fois meilleur joueur. Voilà, Mbappé en France, c'est un joueur qui déjà est historique. Et là, il reste une saison. Comment est-ce que ça va se finir quand je vois que l'autre jour, il est sorti par Luis Enrique qui dit « Nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian ». C'est vrai que cette situation du Paris Saint-Germain, elle est aussi très très intéressante. En même temps, Paris va peut-être se retrouver dans quelques jours, là, s'il n'y a pas de remontada contre la Real Sociedad. Paris se retrouve à 5 matchs de son rêve. 2 quarts de finale, 2 demi-finales, une finale. T'es très très proche de vivre la plus grande saison de l'histoire du club et Mbappé pourrait finir sur un rêve, quoi. Alors que c'est pas le truc qu'on avait trop en tête au moment de son départ. Comment va se finir l'histoire ? Et peut-être même que la manière dont ça se termine, avec les supporters, avec le club, ça pourrait avoir une influence sur un retour, peut-être un jour. Mbappé, il est encore jeune, il a beaucoup de temps de carrière devant lui. Un gars qui a à ce point-là marqué l'histoire de ce club, comme on a dit, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu sais pas, peut-être que dans 10 ans, il revient, ou dans 8 ans, il revient dans un rôle un petit peu différent, de neuf classique, en ayant fait évoluer son jeu. On sait pas, peut-être que l'histoire, elle n'est pas tout à fait finie, mais l'histoire actuelle, là, elle prend fin. Et comment est-ce que ça va se terminer ? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Même niveau communication, en dehors des terrains, je sais pas, quelles seront les festivités, comment elles seront reçues, les interviews, qu'est-ce qu'il va dire. C'est forcément un moment spécial, quoi. On parle de Mbappé depuis tellement longtemps, c'est un gars qui a marqué un triplé en finale de Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps. Comment est-ce que ça va se terminer ? Ça m'intéresse. C'est compliqué, hein. Franchement. Je trouve que c'est compliqué parce que tout va dépendre de... C'est compliqué. Non, voilà. C'est assez compliqué. Bonne semaine, les amis, on se retrouve... Non, c'est compliqué parce qu'en fait, dans ma tête, il s'est passé plein de choses. Je me suis dit, ok, imagine ils prennent remontada la semaine prochaine face à la Sociedad. T'es vicieux. Non, j'essaie de voir, en fait, j'essaie de prendre tous les scénarios en considération. Imagine, là, ça se finit pas bien. Parce que moi, je comprends le Luis Enrique. Quand il me dit je le sors en championnat, je dis il n'y a pas de problème. Hein, t'as raison. Ouais, même pour Mbappé, il n'y a pas eu de problème. En championnat, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même le boy, pour qu'il arrive en pleine forme à l'Euro et dans son prochain club, il faudrait aussi le ménager. En plus, il a envie de jouer les Jeux Olympiques. Je pense, de ce que j'avais entendu, il a envie de jouer les JO chez lui. Donc, il a tellement un long calendrier que si on peut déjà à présent le dispenser d'un match sur 2 en Ligue 1 que tu es sûr de gagner sans aucun problème, ça va. C'est bon, on va te reposer. Parce que c'est là où c'est choquant. C'est que Paris est mené au score et tu penses pas qu'en fait il va le sortir, mais il sort le gars. Moi, c'est ça qui me choque. C'est juste ça qui me choque en fait. Parce que tu gagnes 2-3-0, tu sors Mbappé, ça va. Il n'a pas besoin de jouer 95 minutes à chaque fois. Mais que tu es mené au score et tu sors Mbappé, là je me dis, ok, bon, c'est là. Le truc qui est dingue aussi, c'est que l'autre jour, contre Lille, il y a quelques semaines, c'était juste avant le match contre la Real Sociedad, Mbappé était blessé. Après le gros choc qu'il avait pris à la cheville en Coupe de France contre Brest, Mbappé était blessé. Et Paris a fait un de ses meilleurs matchs de la saison, sans lui. En pressant, en étant ultra agressif, ultra complet, la charge bien répartie, etc. Donc, je pense pas qu'on en arrivera là. Mais est-ce qu'il y a un moment même où Luis Enrique, sur un gros match important, ou sur un moment clé de la saison, quart de finale, retour de Ligue des Champions,
le sort ou le fait pas jouer pour des vraies raisons tactiques, techniques. Je pense pas qu'on en arrivera encore là, parce que Mbappé, même si collectivement, peut-être que c'est pas la toute meilleure formule du Paris Saint-Germain, ou peut-être que les enseignements à tirer de ce match contre Lille sont limités, donc je pense pas qu'on en arrivera là, parce qu'il est capable de débloquer un match à lui tout seul, mais on sait jamais. En vrai, Luis Enrique, il est aussi un peu tordu, franchement, lui, il est capable de faire des trucs auxquels on n'avait pas pensé. On peut dire plein de choses sur Luis Enrique, franchement, il a du caractère, il a de la poigne, et il ose faire des trucs. Écoute, sortir Mbappé, tenter un coup tactique, si ça marche à la fin de la journée, Luis Enrique aura toujours raison, tu vois. Donc c'est ça qui est truc, c'est que après c'est si ça foire qu'on va lui dire pourquoi tu as fait ça, parce que le boy, même s'il ne joue pas bien, quand tu le laisses sur un terrain pendant 90 minutes, on sait jamais, il peut avoir cet éclair de génie là et venir et claquer le but, tu vois. Il fait pas une finale de Coupe du Monde extraordinaire, mais il te donne 15-20 minutes au top. Juste ce qu'il faut. C'est clair. Tu vois, donc c'est ce genre de joueur là. Donc je comprends. Maintenant moi, comme j'ai dit par rapport à la fin de Kylian, je pense que les supporters du PSG sont très lucides, ils sont pas fous. Ils ont eu là un des meilleurs joueurs de leur histoire quand même, hein. Je pense qu'il vient de passer. Parce que le boy il est en activité, qu'il va avoir 25 ans ou 26 ans, je pense, l'année prochaine, que ça veut dire qu'il ne faut pas... Voilà, c'est une légende du club, c'est sûr. C'est une légende du club, meilleur buteur du club. En fait, lui, tous les records qu'il fallait battre, il les a battus. Il les a battus dans un temps même record, en fait. Tu vois, il les a explosés sans aucun problème. Maintenant, tu arrives en fin de saison, tu vas aller sûrement au Real Madrid. On te souhaite tout le bonheur du monde là-bas, il n'y a pas de souci. Cependant, ça reste une saison compliquée. Comme tu le dis, si en Ligue des Champions, tu ne gagnes pas, ce sera un énième échec, ça sera dommage. On dira que bon, on aura tout tenté. Il y aura eu le Mbappé qui vient d'arriver tout jeune avec Neymar. Le Mbappé avec tout seul, qui a eu son équipe presque tout seul quand Neymar était blessé. Le Mbappé avec Messi et Neymar. Le Mbappé avec Messi seulement sans Neymar. C'est-à-dire que tu as eu vraiment toutes les combinaisons que tu as essayé de faire. Et le Mbappé des amis avec Dembélé et Kolo Muani, voilà, celui qui voulait. Voilà. Ça, c'est la dernière. Ça, vraiment, il a pris ses poteaux, les gars avec qui il s'entend bien. Venez, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, bon, ça n'aura pas marché. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est un peu dommage qu'il ne faudrait pas que l'héritage, c'est pour ça que je parle des supporters du PSG, il faudrait pas que l'héritage de Mbappé soit basé sur le fait qu'il ait gagné une Ligue des Champions ou pas, parce que bon, des gars sont passés au PSG, ils n'en ont pas gagné, donc c'est pas aussi simple que cela. Et deuxièmement, tu as cette deuxième partie de saison qui, pour moi, parce que Mbappé fait 3 saisons, si Mbappé décide, si la France fait un gros euro et que, disons, la France gagne l'euro, t'as ce sentiment-là en tant que supporter où tu vas te dire, ouais, j'ai perdu peut-être le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde en ce moment et j'aurais jamais ce que je voulais avoir, en tout cas avec lui. C'est pire que ça, c'est pire que ça. Si Mbappé gagne l'Euro avec la France à la fin de saison, ça veut dire qu'il va gagner le Ballon d'Or sous le maillot du Real Madrid, en le montrant au nouveau Santiago Bernabéu. Je t'ai dit que c'est compliqué, l'affaire n'est pas simple en fait. Il peut gagner l'Euro et les JO, c'est possible. Il peut faire Euro, JO, back-to-back, il s'assoit en fait tranquillement, il arrive à Bernabéu, il nous fait une grosse première partie de saison. C'est jamais, il nous met genre 5 buts en 7 matchs ou whatever. Juste assez pour que la présentation soit belle, tout soit magnifique. En plus, leur nouveau stade là, jusqu'à présent, ils l'ont pas encore officiellement inauguré. C'est vrai. Je veux dire, ils jouent à l'intérieur, mais ils nous ont pas encore montré. Ils n'ont pas fait la cérémonie encore. Voilà, etc. Donc, il y a tellement de choses qui font ça. J'ai dit que c'est compliqué. Et attends, ça risque d'être bittersweet, en fait, cette fin-là. Ça risque d'être un peu bittersweet. Il y a un truc dont on n'a pas parlé non plus sur la fin de l'aventure Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est que là, moi, je vois 2 équipes en Ligue des Champions qui sont très bien engagées dans la qualification pour l'écart. C'est Paris et le Real Madrid. Si les deux se jouaient en quart de finale, là, j'avais oublié ça, en avril, match retour, 90e minute, penalty pour Paris, le penalty de la qualif pour Kylian Mbappé, dans les pieds de Mbappé. Ouais. Oh, amen. Il y a du storytelling à faire, Amen. Et ça pourrait finir, peut-être qu'on ressort cette séquence dans quelques semaines. Ouais. Voilà, non, moi je vois trop le bail en fait, je vois trop le bail. Amen, bien mon sûr Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, aide-nous, mon Dieu, s'il te plaît, donne-nous du drama, on veut des T'inquiète, problèmes. en Ligue des Champions, on est servi depuis quelques saisons. Je pense que c'est dans les cartes, c'est possible. Non, c'est possible. En tout cas, on va voir, mais courage à lui pour cette fin, j'ai envie de dire, c'est une page qui va se tourner. Dans tous les cas, il fallait qu'elle se tourne à un moment donné. C'est juste que là, elle se tourne et il y aura tous les projecteurs seront sur lui, encore une fois, à un moment compliqué de la saison du PSG, quoi. Ce qu'ils vont gagner avec des champions en ce moment, c'est compliqué. Franchement, se lancer et même dire qui va gagner, qui va pas gagner, c'est assez dur, quoi. C'est assez dur. On sait jamais. Cette compétition elle est trop bizarre, en fait. Elle nous a montré trop de choses bizarres qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Maintenant, bonne chance à lui. Mais bonne chance aux Parisiens aussi, parce que on va en parler dans la prochaine vidéo. Voilà. C'est l'après Mbappé, quoi, en fait. C'est comment ils vont gérer ça. Est-ce que cette petite vidéo t'a hypé pour la fin de saison ?
Yeah, franchement, moi j'étais déjà hypé en fait pour la fin de saison à la minute où je suis rentré de la CAN, que j'ai regardé les différents classements et tout, et j'ai dit wesh, mes Gunners sont toujours là, ils sont pas morts. J'ai dit, ils sont pas morts, ils sont toujours là. Ça m'a hypé de fou. Et puis la CAN aussi m'a hypé parce que je me suis dit, on a eu des scénarios de fou à la CAN, donc. On n'est pas à l'abri de quart en Ligue des Champions où un petit poussé vient éliminer un grand et tout. Bon, par rapport au palmarès en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, à un certain niveau, je pense que tout le monde se vaut. Mais quand j'ai petit poussé, c'est Arsenal par rapport au Real, on est un très très petit poussé, tu vois. Donc on n'a pas de Ligue des Champions. Donc c'est un peu ce genre de truc là où je me dis, ouais, j'ai hâte de voir. Donc je suis hypé et le football devient de plus en plus imprévisible et ça, je trouve ça super cool en fait. Ouais, 2024 pourrait être sympa. Donc, les amis, on espère que vous êtes dans le même cas de figure et que vous êtes aussi impatients que nous d'en découdre. On va couvrir toutes ces échéances, toutes ces folies et toutes ces storylines là qu'on a essayé de dessiner, bien sûr, sur nos chaînes respectives. Rendez-vous sur celle de Stan dès maintenant pour la suite, un petit peu. On va se poser 5 autres questions de cette saison, aussi en se projetant un petit peu sur la suite, des questions que cette saison nous ont posées, on va dire. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Mettez un petit pouce bleu aussi, pourquoi pas, ça aide. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end. Et on se dit à bientôt. Bisous.